tous, merci d'être venus relativement nombreux pour cette petite session d'information sur la loi de finances et plus précisément son volet immobilier. Alors, on va le voir ensemble là, dans le déroulé qui va durer à peu près 40-45 minutes. Tout ne vient pas de la loi de finances, hein, on peut dire loi de finances 2025 et actualité fiscale concernant le volet immobilier. On va le voir dans le déroulé que tout n'est pas forcément directement relié à la loi de finances. Donc voilà, on va s'organiser sur trois grandes parties. Une partie très classique, hein, dispositions générales, c'est-à-dire des dispositions qui peuvent concerner tout type d'activité locative et de propriété immobilière, quel que soit le mode de location, c'est-à-dire des locaux d'habitation, des locaux professionnels, qu'ils soient nus ou qu'ils soient meublés ou équipés. Voilà. Ensuite, on zoomera un petit peu sur les dispositions qui concernent exclusivement les locations nues, c'est-à-dire vides de meubles ou vides d'équipements dans ce qu'il s'agit de locaux professionnels, et les dispositions qui sont plutôt centrées sur la location meublée. Alors, location meublée en matière d'habitation, location équipée en matière professionnelle et qui est la rubrique où se nichent les mesures un petit peu phares de la loi de finances 2025 en tout cas. Voilà. Alors concernant les mesures générales, on va commencer par quelque chose auquel on ne pense pas toujours quand on pense à la loi de finances, c'est la taxe foncière. Alors, la taxe foncière, il y a pas véritablement de disposition que la loi de finances 2025 vise directement, mais plutôt une continuité de tendance. On connaît déjà le taux. Qu'est-ce qu'une taxe foncière? C'est une assiette locative multiplié par des taux décidés par les collectivités locales, hein, les communes, les communautés de communes, et un certain nombre de taxes locales, entre autres la taxe d'ordures ménagères pour 90% des communes françaises. Bon. Cette assiette locative, déjà, elle va augmenter de 1,7% par rapport à l'année dernière. Voilà, pour mémoire, l'année dernière, c'était 3,9% et l'année d'encore avant, 7,1%. Voilà. C'est une taxe qui a déjà bien évolué hein, depuis 2024, enfin entre 2005 et 2024, elle a pris 35% d'évolution en moyenne en France. Elle va continuer d'évoluer dans le sens de la hausse, euh, principalement pour des raisons budgétaires. La taxe d'habitation a été réformée il y a quelques années. La fiscalité locale des entreprises a également été réformée à la baisse. En termes budgétaires, forcément, il faut qu'il y ait des rattrapages et des arbitrages qui se font. Donc, ces valeurs cadastrales, au niveau des professionnels, elles ont déjà été remises à jour il n'y a pas très longtemps, c'était en 2018, je crois. Depuis 2018, il y a une remise à jour des valeurs cadastrales pour les locaux professionnels. Je rappelle qu'elles n'avaient pas été, la base même n'avait pas été remise à jour depuis 1961. Et pour ce qui est des logements, elle n'avait pas été remise à jour depuis 1970. Sauf à dire ce coefficient de réactualisation qui maintenant est basé sur un indice des prix à la consommation, hein, tout simplement. La continuité de l'évolution, maintenant, le grand rendez-vous qu'on aura, c'est en 2028. C'était initialement prévu en 2026 par la loi de finances 2020, et ce sera plutôt 2028 où les valeurs locatives cadastrales des logements d'habitation vont être entièrement réformées dans le but, je cite, de coller au marché. Voilà. Donc 2025 est une année de continuité avec une évolution qui est moindre parce que l'érosion monétaire serait moindre et donc l'indice IPCH est moindre. Pour autant, il faut s'attendre à une prochaine grande réforme qui va arriver d'ici 2028. Voilà. Du point de vue de la taxe d'habitation, bah c'est un peu la même chose, hein. La loi de finances 2025 en elle-même ne décide rien, ne modifie rien de nouveau. Pour mémoire, hein, cette taxe d'habitation que l'on connaît sous cette forme depuis 1974, je crois, hein, elle a subi une grande réforme à compter de 2018, enfin loi de finances 2018 votée en 2017, hein, par la suppression progressive en ce qui concerne les résidences principales.
2025 est le dernier volet de cette suppression progressive puisqu'elle a recentré véritablement la taxe d'habitation sur les locaux assujettis restants. Il restait encore quelques spécificités dans le Code général des impôts, précisément l'article 1407, je crois. Donc aujourd'hui, c'est totalement clarifié. La taxe d'habitation va se recentrer sur les résidences secondaires et les logements vacants. Parce que la taxe sur les logements vacants, elle fait partie de cette grande famille des taxes d'habitation. Hein. Alors, quelles évolutions on peut attendre? Des hausses, bien évidemment, qui ont déjà été amorcées depuis quelques années, là aussi, et qui vont continuer de s'appliquer dans les 2 ou 3 années à venir, plutôt majoritairement dans ce qu'on appelle les zones tendues en France. Il y a une carte qui va suivre cette diapositive après, où en fait les collectivités locales vont avoir davantage de latitude pour augmenter les taux lorsqu'elles se situent dans des zones soit tendues, soit touristiques. Et bien sûr, les zones touristiques étant souvent, par définition, des zones tendues. Voilà. Au niveau des logements vacants, il y a 2 sortes de taxes sur les logements vacants. Hein. Il y a la taxe d'habitation sur les logements vacants et la taxe sur les logements vacants. Alors, ben voilà, l'évolution parle d'elle-même. Hein. En 98, quand ça a été introduit, ça concernait que les communes de plus de 200 000 habitants. Et puis, je crois que c'était en 2006 où l'éligibilité est descendue aux communes de plus de 50 000 habitants. En 2013, il y a une réforme pour la taxe d'habitation sur les logements vacants qui concernait les autres communes en fait qui ne rentraient pas dans cette catégorie et une modification des calculs et des majorations de taux pour les communes qui se situent en zone tendue. Bon. Eh bien, ces zones tendues ou ces zones d'encadrement de loyer, elles vont continuer d'évoluer en France. Voilà. Vous avez toutes les zones tendues qui sont coloriées en jaune et en vert. Hein. Donc, on s'aperçoit que ce sont bien évidemment toutes les grandes métropoles et leurs banlieues, ainsi que les littoraux touristiques, hein, bretons, aquitains, voilà, charentais, PACA, et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et les Alpes. Voilà. Et à cela, j'ajoute pour la partie tourisme les départements ultramarins. Bon, ce qu'il y a d'entouré, ce sont les zones d'encadrement de loyer. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces zones tendues, nous avons des villes où, en plus d'être limités, où les propriétaires sont limités dans la hausse qu'ils pratiquent, la revalorisation qu'ils pratiquent dans leur loyer, soit chaque année, soit tous les 3 ans, soit entre chaque locataire, il y a certaines communes, à ce jour 69 en France, dans lesquelles les loyers sont encadrés, c'est-à-dire qu'on est obligé de respecter un certain plafond du mètre carré. Voilà. En 2025-2026, 25 nouvelles communes vont rejoindre ce classement. Voilà. Elles sont entourées en rouge sur la carte. Voilà. Avec petite parenthèse sur Rennes et Nantes qui sont à l'étape de dépôt de candidature ou candidature retenue. Donc on n'a pas véritablement plus de précision sur le moment auquel elles rejoindront la grande liste des communes qui font l'objet d'encadrement de loyer. Il reste Toulouse qui fait exception à la règle. Je ne sais pas pourquoi pour le moment. Mais dans ces zones, précisément, alors les zones tendues d'abord, les zones d'encadrement de loyer ensuite, il faut s'attendre à des majorations, en tout cas, et des latitudes données sur les communes pour majorer les taxes d'habitation sur les résidences secondaires et majorer les taxes de logement vacants, notamment dans les villes les plus tendues où les loyers sont encadrés. Voilà. Je précise que pour l'instant, on a 12,5% sur la première année, 25% sur la deuxième année en termes de logements vacants sur ces communes. Et il y aura plus de latitude qui va être donnée à partir de 2025. Alors, les arbitrages du dispositif MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov', c'est un dispositif d'aide, de versement d'aide des pouvoirs publics qui vient plus ou moins en remplacement des réductions d'impôts pour économie d'énergie qu'on avait pu connaître sur l'impôt sur le revenu lorsque l'on faisait des travaux éligibles dans une résidence achevée depuis plus de 2 ans. Bon, MaPrimeRénov', elle s'inscrit dans les politiques écologiques qui sont mises en place maintenant depuis plusieurs années et elles sont directement liées au diagnostic de performance énergétique. Je rappelle que dans l'état actuel des choses, au jour où l'on parle, les logements classifiés, enfin en tout cas considérés comme des passoires énergétiques qui ont un DPE de
F ou G sont interdits à la location pour ceux qui concernent un classement G depuis le 1er janvier 2025. La prochaine étape étant 2028 pour les logements classés F et 2034 pour les logements classés E. Autrement dit, on doit rejoindre un classement à minima de D avant 2034 à tous les propriétaires, y compris les propriétaires de location de courte durée. J'y reviendrai après. Bon. Pour accompagner cette interdiction, les pouvoirs publics ont mis en place un certain nombre d'incentives et de subsides destinés à certains publics qui engageraient des travaux visant à améliorer ce dispositif. Et économie budgétaire oblige, on a une réduction significative du budget, 32% de baisse par rapport à 2024. On reviendrait au niveau de 2023. Donc, le message officiel des responsables de MaPrimeRénov' dit qu'il n'y a pas de coupe franche à l'intérieur des éligibilités. Les maisons individuelles restent éligibles jusqu'à fin d'année 2025. On assiste quand même à quelques réductions, quelques arbitrages budgétaires pour gérer quand même cette baisse de ressources d'un tiers, hein, quand même. Donc, on a des arbitrages budgétaires, des montants d'avance qui vont être un petit peu réduits ou carrément de participation qui, en fonction des plafonds de ressources des gens qui le demandent, vont être un petit peu réduits. Oui, j'ajoute que bien évidemment, ces primes sont sous condition de ressources et que c'est un tableau à double entrée. Elles dépendent à la fois du bouquet de travaux qui va être fait et de l'endroit où se situe le bien, je pense, et des ressources, en tout cas des prétendants. Voilà. Bonne nouvelle, par contre, impulsée par la loi de finances 2025 dans son article 90, donc le prêt à taux zéro qu'on avait connu il y a déjà quelques années, hein, il y a à peu près entre 15 et 20 ans de ça, qui avait disparu il y a une bonne dizaine d'années, qui a réapparu il y a 2-3 ans à peu près. Son éligibilité est élargie, elle est déjà généralisée à l'ensemble du territoire. Elle n'était jusqu'alors réservée qu'aux zones, je crois, A bis et B, dans les zones tendues, un petit peu la carte de France qu'on a vue tout à l'heure, hein, certaines de ces zones, en tout cas les zones les plus tendues. Désormais, l'éligibilité des biens correspond à l'ensemble du territoire et les logements individuels sont autorisés. Jusqu'à présent, on avait que les logements collectifs. Donc, alors, le montant du prêt à taux zéro et la durée de remboursement, ça dépend d'un certain nombre de critères qui dépendent de l'endroit où l'on achète, du prix payé, du montant des financements annexes que l'on fait et du plafond de ressources du locataire. Donc, il serait quand même trop complexe ici d'ajouter, de parler de tous les barèmes et tous les montants. Ils ont aussi été actualisés, de toute façon, puisqu'ils dépendent d'indices. Voilà. Donc, le dispositif est prolongé jusqu'au 31 décembre 2027. Voilà. Autre mesure un petit peu importante de la loi de finances, elle concerne l'immobilier, c'est pour ça que je la cite, hein, c'est depuis le lendemain de la promulgation de cette loi de finances, donc 16 février, une possibilité d'exonération de frais de succession, donc une possibilité de don sans taxe, en lignée plus ou moins directe, dans le but pour les donataires, c'est-à-dire ceux qui reçoivent, d'investir dans un achat de logement neuf ou vente en état futur d'achèvement ou de réaliser des travaux dans leur propre résidence principale, et ce, dans les 6 mois qui suivent le don. On peut également, un donataire peut également investir dans un bien aux fins de le louer, mais ce bien devra correspondre à la résidence principale du locataire. Et par contre, le don n'est pas éligible pour y faire des travaux. Le don, c'est quand même bien de le rappeler, donc il est par couple donateur-donataire de 100 000 euros, et un même donataire peut recevoir donc jusqu'à 300 000 euros. Il pourrait recevoir de son père, de sa mère et de sa grand-mère, par exemple. Voilà. Donc il y a 2 limites à connaître. Et donc un réinvestissement de cette somme dans l'acquisition d'une maison, d'un appartement, d'une résidence principale, en tout cas dans les 6 mois qui suivent. Pardon, j'oubliais, c'est quand même valable jusqu'au 31 décembre 2026, cette possibilité-là. Disposition concernant les logements nus maintenant. Déjà, c'est la fin du dispositif Pinel, hein, qui est un dispositif Pinel qui était un dispositif incitatif qui avait été introduit en 2014
réservé à l'acquisition neuf pour des logements nus, avec une notion de performance énergétique minimale, bien sûr, à faire des normes RT. C'est un dispositif qui ouvrait droit à des réductions d'impôts d'un certain pourcentage, hein, de 9, 12 ou 15%, je crois, du prix du bien, suivant un engagement de location de 6, 9 ou 12 ans. Voilà. Donc ce dispositif introduit en 2014 avait déjà été réformé en 2020, puis en 2023. Sa fin a été programmée pour 2025, n'a pas été reconduit. Donc on continuera bien sûr les investissements qui ont été faits avant, avec les dispositifs qui sont engrangés avant, ou en tout cas qui vont être engrangés au titre des revenus perçus en 2024 comme la première année, vont bien sûr être en vigueur, et les contribuables pourront bénéficier de la réduction d'impôt initialement prévue, pendant les 12 années prochaines. Donc on verra sur les matrices de déclaration d'impôt jusqu'en 2035, on verra les cases qui sont destinées à recevoir les informations pour les réductions d'impôt sur les investissements qui ont été faits voilà, avant le 1er janvier de cette année. Voilà. Alors, une des interrogations quand même, c'est que bien souvent, ces dispositifs, on en a connu plein. Ce n'est pas le premier, c'est peut-être pas le dernier. Sauf qu'au jour où on en se parle aujourd'hui, on n'a pas de communication de dispositifs de remplacement. Pour l'instant, il n'y a pas de nouveau dispositif, il n'y a pas de rumeur, il n'y a rien du tout. Poursuite, alors il y a d'autres dispositifs qui, eux, sont nés avant et qui continuent de vivre, hein, notamment le dispositif de Normandie, continue de se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2027. De Normandie et Loc Avantage, ça fonctionne à peu près pareil, hein. C'est l'engagement de louer à des personnes sous conditions de ressources, en respectant un plafond de loyer et un certain type de logement dans une certaine zone géographique. Voilà. Bien souvent, le but poursuivi, c'est de pouvoir offrir des logements à des prix moins élevés que le marché, et pouvoir permettre donc à un certain public éventuellement sensible, hein, ou avec des moyens limités, de pouvoir quand même accéder à un logement décent. Voilà. Donc le dispositif Normandie, c'était de l'acquisition dans certaines zones entre 2019 et 2027, ancien avec travaux, minimum 25%. Ça marche pour la location nue, ça doit être la résidence principale du locataire, et les réductions d'impôts sont de 2% du prix d'achat du bien pendant 6 ans, 9 ans ou 12 ans, en fonction de l'engagement qui est pris. Ça dure jusqu'au 31 décembre 2027. Donc on peut encore souscrire ce type de projet, et c'est réservé aux nus. Le dispositif Loc Avantage fonctionne globalement pareil, mais on n'est pas forcé d'acheter. On peut avoir un bien qui est déjà à soi. En revanche, il y a une convention à passer avec l'ANA, l'Agence nationale pour l'habitat, qui est une convention de 6 ans minimum, et qui va ouvrir droit également à des réductions d'impôts allant de 15 à 65% des loyers qui sont pratiqués. Plus on pratique un loyer bas, plus la réduction d'impôt qui sera calculée d'après ces loyers sera forte. Voilà. Là aussi, c'est encore un certain nombre de barèmes et de tableaux à entrées multiples à lire, donc ce serait trop compliqué à expliquer ici. Quoi qu'il en soit, ce dispositif était normalement destiné à s'arrêter à la fin de l'année 2024. Il a été prorogé pour 3 ans, donc 2025, 26 et 27. Il dure jusqu'au 31 décembre 2027. Voilà. Poursuite du dispositif de rehaussement des plafonds de déficit foncier. Alors ça, c'est paru l'année dernière, loi de finances 2024, pour les logements nus, revenus fonciers classiques que l'on fait sur la déclaration. Comme vous le savez très certainement, les travaux que l'on engage à partir du moment où ils n'agrandissent pas le bien ouvrent droit à déduction, peuvent générer un déficit foncier qui va aller en réduction du revenu net global imposable de l'imposition. Le déficit, quand on génère un déficit de revenu foncier, il est plafonné à 10 700 € par an et par foyer fiscal, le surplus étant repoussé jusque dans les 10 années futures. Bon, à partir du moment où on a engagé, ce déficit est induit par des travaux qu'on aurait engagés entre le 1er janvier 2024 et 31 décembre 2025, visant à passer d'un état de passoire thermique à une classe A, B, C ou D,
le plafond de déductibilité directe passe à 21 400. Au lieu de déduire, je fais 30 000 euros de travaux dans l'année où je fais 50 000 euros de travaux, j'ai un déficit foncier de 30 000. Au lieu de déduire 10 700 l'année 1, 10 700 l'année 2 et le reste l'année 3, je vais pouvoir déduire 21 400 sur cette année et la différence, 8 600 sur l'année 2. Donc une déduction plus rapide, plus haute et plus rapide. Voilà. Ça s'arrête en principe au 31 décembre 2025. Donc il s'agit de tous les travaux engagés et payés, puisque le fait générateur en matière de revenus fonciers, c'est le paiement. Il ne s'agit pas simplement de faire un devis ou de verser un acompte, sinon seul l'acompte serait pris en compte. On va parler des locations de longue durée maintenant. Alors, première mesure, grande mesure phare, mais pas de la loi de finances, justement, d'une loi du 19 novembre 2024, donc passée un petit peu légèrement avant que la loi de finances passe, sous prétexte que c'était une loi d'urgence, où les seuils d'éligibilité au régime micro et les taux d'abattement induits ont été diminués, rabotés, et ce pour les seules locations de courte durée. Donc, je vais faire un petit arrêt sur image ici et on va parler d'une raison de contexte. Très clairement, depuis plusieurs années, la location de courte durée et son ubérisation, un peu ce qu'on appelle le phénomène Airbnb pour gêner, faire des généralités qui n'en sont pas, et dans le collimateur des pouvoirs publics et est montré du doigt et accusé de soit perturber le marché de l'immobilier, les prix, la possibilité aux locaux, aux gens locaux de se loger, ou pointé comme une concurrence parfois jugée déloyale au regard des cafés, hôtels, restaurants. Bon, ça fait plusieurs années que voilà, cette activité est montrée du doigt et que plusieurs amendements, projets de loi avaient émergé. Ça fait à peu près 5-6 ans, 7 ans même, qu'on voit émerger ce genre de choses, sans jamais que l'étape d'une modification législative soit atteinte. Bon. Aujourd'hui, c'est acté. Voilà. Aujourd'hui, c'est acté par une loi du 19 novembre à partir des revenus perçus en 2025. J'insiste, c'est-à-dire que les revenus qu'on va déclarer là, qu'on peut déclarer depuis hier et ce jusque début juin, sont les revenus qu'on a perçus en 2024. Ceux-là continuent de bénéficier des régimes d'avant. Par contre, il s'agit de tous les revenus que l'on perçoit depuis le 1er janvier de cette année et que l'on déclarera l'année prochaine. Bon. La location meublée, qui est une activité commerciale, elle est taxée aux bénéfices industriels et commerciaux. Et pour dire très rapidement, quand on est au BIC, on a le choix entre un régime micro, un peu comme le micro foncier, ou le réel. Et donc en tenant une comptabilité normale qui ressemble trait pour trait à celle d'une entreprise artisanale ou commerciale lambda. Bon. Pour les bailleurs qui ont opté pour cette déclaration microbique, pas de comptabilité à tenir, juste un registre recettes-dépenses à titre privé, comme ça, qu'on peut montrer sous demande de l'administration. Et on est taxé simplement sur le chiffre d'affaires réalisé, sur les recettes encaissées. Donc, on prend le chiffre d'affaires et l'administration fiscale, pour compenser les éventuelles charges qu'on a, va pratiquer un abattement qui était jusqu'alors, par exemple, sur les locations de tourisme classiques, de 50%. J'ai touché 15 000 euros de loyer dans l'année, je déclare en régime micro, eh bien, il y a 7 500, c'est-à-dire 50%, qui vont entrer dans le calcul de mon impôt, c'est-à-dire qui vont subir ma tranche marginale d'imposition et les prélèvements sociaux de 17,2%. Bon. Et bien maintenant, la possibilité de bénéficier de ce régime a été rabotée, surtout sur les longues durées. On est passé de 77 700 euros maximum de chiffre d'affaires avec un abattement de 50 à 15 000 sur les locations de tourisme non classées. Il faut savoir que quand on est touriste, on peut se faire classer à une labellisation avec un cahier des charges très complexe à remplir. En fait, en gros, c'est les gîtes de France, tels qu'on les connaît à peu près. Voilà, c'est les logements à ferme, c'est tout ça. Voilà, il y a un certain cahier des charges qualitatif à respecter. Et ceux qui ne le sont pas, voilà, qui ne sont pas dans des zones qui ne répondent pas à ces normes, ne vont pouvoir bénéficier du régime mécro que jusqu'à concurrence de 15 000 euros et ne bénéficieront plus d'un abattement de 30%. Voilà. Et les meublés de tourisme classés chambres d'hôtes vont passer de 188 700 maximum à 77 500. Alors, globalement, on se dit, on passe au régime réel, c'est plus intéressant que le taux d'abattement. Oui, c'est vrai. Sauf que
Tout dépend du montant de charge qu'on a, puis tout dépend du chiffre d'affaires aussi. C'est insidieux. Plus le chiffre d'affaires est élevé, plus le pourcentage des charges va être moindre. Et donc, il y a une population, il y a des bailleurs, ce ne sont pas la majorité, mais ceux qui sont dans des zones très touristiques, pour qui le régime réel est moins intéressant que le régime micro. Ben là, ça va être, donc pour eux, ça constitue une obligation d'y passer. Voilà. Pour certains, sans le savoir, ils étaient taxés à 71%, 50%. Au régime réel, ils vont passer à 100% de déductibilité des charges. Donc, ce sera tant mieux. Globalement, on va le voir plus loin, ce n'est pas forcément mauvais que de passer au régime réel, bien souvent. Bien souvent. La longue durée, elle, c'est-à-dire les logements étudiants, les logements dans les résidences-services, tout ça, ça ne change pas. On est à 77 000 euros et 50% de réduction. Alors, voilà, je vais passer assez rapidement là-dessus. Ça a été un épisode relativement croquignolesque l'année dernière en termes législatifs, puisqu'il y a eu des ordres et des contre-ordres qui ont semé le désordre. Je m'explique. Il faut faire un bond avec 15 mois en arrière. Loi de finances 2024, votée par l'entremise de l'article 49.3, déjà celle-là à l'époque, avec des amendements qui avaient été déposés pour chercher à diminuer, pour chercher à arriver un peu dans cette situation-là. Sauf que lorsqu'une loi de finances passe au titre de l'article 49.3, les amendements qui s'y ajoutent sont balayés, en principe sont supprimés, c'est la loi dans sa version de base qui est adoptée. Sauf que suite à un vice de forme, eh ben, la disposition de cet amendement avait été laissée dans les textes et elle est donc passée avec l'article 49.3 le 29 décembre 2023. Le 29 janvier, les pouvoirs publics, les instances s'en aperçoivent, promulguent une loi de finances rectificative dans la précipitation en éliminant cet amendement. Là-dessus, la DGFiP, Direction générale des finances publiques, décide de laisser dans la confusion les deux choix aux contribuables en disant vous faites comme l'ancienne loi ou comme la nouvelle, vous choisissez. Le Conseil d'État s'en saisit en juillet 2024 en disant la DGFiP n'a pas la possibilité ni la prérogative pour aller à l'encontre d'une loi. Il y a une nouvelle loi qui est passée. C'est bien ceux de la loi de finances rectificative qui sont en vigueur. Et c'est pour ça que ce bref épisode, qui était en plus difficilement lisible, n'a plus le lieu d'être et la situation est clarifiée. Revenu 2024, ce sont ces plafonds-là qui s'appliquent. Revenu 2025, ce sont ceux-là. Voilà, vous avez peut-être vu passer dans la presse des entrefilets qui ont parlé de toutes ces péripéties. Aujourd'hui, les choses sont clarifiées. Deuxième réforme concernant la location de courte durée, ou plutôt deuxième réforme bis, la réforme des seuils de franchise de TVA. En fait, l'administration fiscale en matière de location de courte durée a durci sa position, clarifié sa position en la durcissant. Donc, il s'agit plutôt d'une précision doctrinale, en fin de compte. Il y a des règles en matière d'éligibilité à la TVA, puisque la location de courte durée, c'est une activité un petit peu para-hôtelière, quelque part. On remplace un hôtel. Donc, la loi, elle a toujours existé. Le principe d'assujettissement à TVA, il a toujours existé. C'est que dans les 4 services suivants, fourniture des petits déjeuners, ménage régulier, accueil personnalisé et fourniture de linge de maison, pour les courtes durées, j'entends. À partir du moment où l'on exécute 3 de ces 4 services, on entre dans le cadre d'une activité qui est éligible à la TVA, puisque on est vraiment dans une activité commerciale. Je fais les petits déjeuners et je fournis le linge de maison et j'accueille d'une manière personnalisée mon public. Je suis sujet à TVA. Je fais le ménage, je propose la prestation de ménage directement dans le contrat régulièrement. Je ne fournis pas de petit déjeuner, mais j'accueille d'une manière personnalisée le public et je fournis aussi le linge de maison. J'ai 3 des 4 services. Bon. La précision, en fait, il y a une précision qui a été apportée par la DGFiP, c'est qu'elle porte sur le ménage et l'accueil personnalisé. Bon, au départ, même une boîte à clés devait être un accueil personnalisé. Donc là, ça commençait à remettre en cause beaucoup de choses. Bon, elle est revenue sur sa position en précisant qu'une boîte à clés n'est pas un accueil personnalisé. En revanche, pour ce qui est du ménage,
les séjours de moins de 7 jours, on considère que faire le ménage au début de séjour au changement de locataire, c'est considéré comme du régulier. Donc voilà, là il y a un problème à gérer. Il faut bien savoir que dans les contrats des propriétaires, dans les contrats que vous faites signer à vos clients, à vos hôtes, en fin de compte, ou plutôt à votre public, à ceux que vous accueillez, eh bien, il faut être relativement clair au niveau de qui doit faire le ménage. Voilà. Et il faut peut-être éviter de proposer le ménage en cours de séjour quand ça dure plus de 7 jours. Voilà. Il faut examiner ça avec grande attention. Quand on fournit les petits déjeuners, pareil. Voilà. Mettre dans le bouquin d'accueil qu'il y a la boulangerie d'en face dans lequel on peut aller chercher le petit déjeuner, pas de problème. Le proposer, le refacturer, même si on l'achète sans bénéfice, l'amener aux touristes, problème. C'est la fourniture d'un petit déjeuner. Voilà. Le linge de maison, si on peut s'en passer, mais ce n'est pas toujours facile. Pareil. Donc il faut quand même bien appréhender la communication et la facturation de ces services au regard de la TVA. Et quand bien même l'activité est sujette à TVA, elle peut quand même bénéficier d'un seuil de franchise. C'est un petit peu comme la taxation microbique, sauf que ce serait trop facile si c'était les mêmes plafonds, ce n'est pas les mêmes. Et donc, en deçà d'un certain seuil de recettes dans l'année, on peut être exempté de TVA dans le seuil de la franchise. Et au-dessus, à partir du premier euro, voire même, on peut être d'un seul coup assujetti à TVA et donc devoir collecter de la TVA sur un logement d'habitation, c'est 10%, par exemple. Voilà. Et ces seuils de TVA, bon, déjà, la loi de finances 2024 en avait institué des nouveaux pour un besoin de conformité avec la réglementation européenne. Bon, on était à 85 000 euros. Voilà. Avant de faire 85 000 euros avec une tolérance jusqu'à un dépassement de 93 000 euros l'année du dépassement, on était quand même, voilà, bon nombre de bailleurs étaient quand même relativement tranquilles avec ça. Sauf que est arrivée la loi de finances, donc son article 32, qui normalement rabaisse les seuils de chiffre d'affaires d'une manière uniforme à 25 000 euros avec une tolérance de 2 500 euros. Donc, monter au créneau de toutes les instances, auto-entreprises, etc., ça vous en avez certainement entendu parler, tout comme de moi, et donc gel de cette disposition jusqu'au 1er juin. Voilà. On reste sur le barème pour l'instant qui est ci-dessus. Je pense qu'immanquablement, on va assister à un rabaissement de ces barèmes. Hein. Il y a une rumeur, on parle d'un 37,5 par exemple, 37 500. Voilà. Donc, je reviens sur ma location courte durée avec ces services. Vous en faites 3 ou 4, tant qu'on est en dessous de cette hypothétique 37 500, je pense que ce sera ça. Pas de problème. Si on le franchit, TVA. Et c'est d'autant plus gênant la TVA parce qu'il faut quand même bien faire attention à ce qu'on fait. Quelqu'un s'installe, un nouveau client s'installe, achète un bien ou le fait construire à destination de faire ce type d'activité. C'est-à-dire, c'est bien, j'opte pour la TVA tout de suite. Je vais pouvoir récupérer la TVA sur ma construction. Parce que c'est bien, quand on est à la TVA, on la collecte sur les loyers, mais puis on la déduit sur les charges. Donc ça peut être aussi, on peut se dire, c'est une opportunité, j'ai intérêt. Hein. Oui, si le bien change de destination et passe en location nue, par exemple, pendant sa durée de vie, ou s'il y a un arrêt d'activité, la TVA déduite sur la construction doit être régularisée au prorata temporis si on sort du giron de la TVA dans les 20 ans. Donc il faut quand même bien appréhender ce genre de choses. Donc je passe, ça c'était l'épisode sur les petits déjeuners et le ménage. Autre disposition, article 11, suppression de l'avantage fiscal conféré par l'adhésion à un centre de gestion, l'adhésion conjointe à un cabinet d'expertise comptable et centre de gestion agréé. Donc, lorsqu'on était éligible au régime micro, que l'on optait pour un régime réel d'imposition et que l'on adhérait à un centre de gestion agréé en plus du cabinet comptable, on avait la possibilité de déduire les 2/3 de frais de comptabilité et de centre de gestion jusqu'à concurrence de 915 € en réduction d'impôt tous les ans. Ça n'était ouvert qu'aux exploitations individuellement, à titre individuel. Les indivisions, par exemple, ne rentraient pas dans le giron. Bon, c'est terminé. Voilà. Ce sera encore valable pour les revenus perçus en 2024, c'est-à-dire ceux que l'on adhère. A posteriori, les frais d'adhésion à ce centre de gestion ne pourront plus ouvrir droit à la réduction. Voilà. Corrélativement, en fait, quand ces frais d'adhésion et ces frais de comptable généraient une réduction d'impôt,
bien évidemment, dans le calcul du résultat, au niveau de la déclaration réelle, on réintégrait ces 2 tiers, forcément. On ne pouvait pas bénéficier, ça ne pouvait pas être une charge déductible du résultat et en même temps ouvrir droit à réduction d'impôt. Donc, bien évidemment, s'il n'y a plus cette réduction d'impôt, on ne réintégrera pas dans le résultat fiscal ces fameux 2 tiers de frais de comptabilité. Ils seront pleinement déductibles du résultat imposable. Voilà. Ce qui veut dire que le centre de gestion agréé, bon, en principe, pour les personnes qui y sont adhérentes, ils vont très certainement revenir vers vous en vous écrivant, parce que c'est un contrat que vous avez avec eux, en vous expliquant ces dispositions et en vous proposant leur service, en disant, ben voilà, en restant adhérent chez nous, vous bénéficiez quand même d'un service d'information, d'une assistance en cas de, etc., etc. Ce sera ensuite à chaque personne de choisir et de décider ce qu'elle fait. Autre grande mesure, là, ça touche toutes les locations meublées, qu'elles soient de courte durée ou de longue durée. C'est un peu comme les frais de tenue de comptabilité. Ça concerne la plus-value, la réforme de la plus-value. Arrêt sur image, je m'explique. On parle de location meublée non professionnelle, pas celle qui est exercée à titre professionnel. Donc, il y a des seuils à respecter, etc., etc. Bon, pour, je dirais, 80% à peu près de notre clientèle qui réalise une activité de meublé, elle se situe dans le giron du non professionnel. Ça veut donc dire que c'est une activité au sens des codes, elle est commerciale. Pour autant, on considère qu'elle ne fait pas partie de l'activité professionnelle de la personne et que le bien qui est utilisé pour faire cette activité, lorsqu'il est revendu, il bénéficie du régime de la plus-value des particuliers. La plus-value des particuliers, à titre de rappel, qu'est-ce qu'une plus-value? C'est d'une façon très schématique, c'est la différence entre le prix de vente et le prix auquel on a acheté. Ça, c'est l'assiette de plus-value. Et là, la partie impôt est de 19% et la partie prélèvements sociaux est de 17,2%. Bon. Cette plus-value, cette assiette, elle fait l'objet ensuite d'abattements qui sont corrélés à la durée de détention. On diminue 6% d'abattement à partir de la 6e année de détention pour la partie impôt et on déduit 1,25% tous les ans à partir de la 6e année pour la partie prélèvements sociaux. Il y a également des abattements fixes pour les frais de notaire qui s'appliquaient au prix d'achat. Il y a aussi une possibilité de forfaitisation de travaux. Je passe le détail. Très schématiquement, c'est ça. Quel est le grand avantage du régime réel du meublé? C'est que, comme je vous disais, c'est comme une comptabilité d'entreprise. Donc, on diminue, voilà, on n'est plus taxé sur le chiffre d'affaires, on est taxé sur le résultat. Et le résultat se calcule en mettant effectivement le chiffre d'affaires, mais en déduisant l'assurance, le comptable, la taxe foncière, les réparations, les charges de copropriété, j'en passe, c'est des meilleurs, et en déduisant les amortissements, c'est-à-dire la constatation, virtuelle ou non, de l'usure en fait du bien. D'accord? J'achète un bien à un moment donné qui coûte 150 000 euros. Le comptable considère que quand vous sortez de chez le notaire avec vos clés dans la main, vous ne vous êtes pas appauvri. Vous avez échangé des euros contre un bien qui a une valeur. Donc, patrimonialement parlant, vous avez toujours la valeur. Pas de problème. Par contre, au fil du temps, la valeur, elle va s'user. Voilà, comme tout, une voiture, ça s'use en 5 ans pour un comptable. Un téléphone portable, ça s'use en 1 an, 2 ans. Voilà. Une maison, ça s'use en 30 ans, 35 ans. Voilà. Il y a un calcul un peu complexe qui est fait. Et cette usure, ça constitue une charge virtuelle qui n'est pas un décaissement et que l'on déduit du résultat. Et là, on arrive dans le charme du régime réel du BIC, c'est que du coup, par le mécanisme de cette déduction d'amortissement du résultat fiscal, on diminue l'assiette d'impôt. Et c'est comme ça que bien souvent, on arrive à une somme qui va être soumise à l'impôt qui est bien inférieure à celle qui est issue d'un abattement de régime micro, forcément. Donc on peut déduire les abattements, c'est bien. Avant la loi de finances, la plus-value se calculait comme ça. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui dessine là, je ne sais pas, qui dessine sur le truc. Avant, la plus-value se calculait comme ça. Je vends, on pouvait déduire les amortissements, mais pour autant, l'assiette de plus-value restait sur le prix d'achat. Donc, je pouvais déduire mes amortissements pendant la durée de vie.
Voilà. Mon bien, en termes de valeur nette comptable, perdait de la valeur. Pour autant, on sait bien le prix d'achat qu'on retenait pour calculer l'assiette de plus-value. Après la loi de finances, eh ben, c'est terminé. C'est-à-dire que les amortissements qu'on a pratiqués, on les rajoute dans cette assiette de plus-value. En fait, on réaligne le mode de calcul de la plus-value, le mode de définition de l'assiette, il est aligné sur l'impôt société ou il est aligné sur le régime des professionnels et des entreprises. On ne peut pas gagner deux fois. C'est vrai qu'il y avait un non-sens quelque part là-dedans. Maintenant, on va voir que ce n'est pas si dramatique que ça. Voilà. Parce que là, on serait tenté de dire, oh là là, c'est très grave, c'est la fin du meublé, qu'est-ce qui va se passer, c'est plus du tout intéressant de le faire, etc. etc. Bon, alors, après, à toute chose, il faut temporiser quand même les choses. Voilà. Je vous donne quelques pistes pour temporiser un peu cet impact. Déjà, les amortissements qu'on réintègre, hein, je parle d'ici, là, ceux-là, là, qu'on réintègre, ce sont que ceux qui sont issus de l'immeuble. D'accord? Sauf que dans un meublé, il y a des meubles, par exemple. Il y a des aménagements. Cela, voilà, c'est bon. À partir du moment où ce n'est pas immeuble par destination, tel que pourrait l'être un ballon d'eau chaude ou une chaudière, par exemple. Mais par contre, le mobilier, la télé, le machin, le canapé, tout ça, c'est des meubles. Donc ça ne rentre pas dans cette réintégration. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette réintégration, elle est limitée aux seuls amortissements qu'on a déduits. Alors là, je vais un petit peu dans la technique, c'est que en fait, l'application de l'article 39C du Code général des impôts, c'est que dans le régime meublé, là, chic, on peut déduire les amortissements, mais quand on a beaucoup d'amortissements et beaucoup de charges, on arrive à un déficit. Hein. C'est-à-dire que je fais 15 000 euros de loyer, j'ai 6 000 euros de charges habituelles, les taxes foncières, les machins, les trucs, etc. Donc j'arrive à 9 000 et j'ai 11 000 euros d'amortissement. Ah ben je suis à moins 2 000 alors. Non, je suis à zéro. Et les 2 000 d'amortissement qui sont en trop, je les mets de côté pour les déduire plus tard. Ce qu'on appelle une tunnelisation des amortissements. Bon, eh bien, lorsqu'on les réintègre, c'est seulement ceux qu'on a pu effectivement déduire du résultat, pas ceux qu'on a mis de côté. Pareil, peut-être certains d'entre vous ont réalisé des placements par l'intermédiaire du dispositif qu'on appelait le Sensi-Bouvard. C'est un peu une sorte de Pinel meublé, si vous aimez mieux. C'est un investissement dans le neuf, à partir du moment où on louait meublé, ça ouvrait droit à un amortissement du bien. Ça, c'est terminé en 2022, 2023. Bon, ces amortissements-là, ils ouvraient droit à une réduction d'impôt directe. Donc là, ils n'étaient pas question d'être déductibles, ces amortissements. Ils étaient automatiquement réintégrés dans le calcul. Donc ceux-là, ils ne rentrent pas en ligne de compte, puisque vous avez payé l'impôt dessus. Voilà. On est sur le principe d'une imposition différée aussi. Et ça, c'est très important. Pendant la phase où vous déduisez les amortissements, c'est la phase, bien souvent, où les gens sont actifs, travaillent, ils ont des revenus. Ces revenus leur confèrent une tranche marginale d'imposition qui va être peut-être élevée, je ne sais pas moi, 11%, 30%, 41%, 45%. Tous les amortissements que je déduis là, qui viennent en déduction, c'est toujours ce que je ne paierai pas, ce que l'on ne paye pas d'impôt, taxé à 30, 41 ou 45%. C'est toujours ce qu'on ne paye pas d'impôt de CSG à 17,20 pendant la durée de vie. D'accord? Quand ils sont réintégrés là au moment de la plus-value, là, bah, c'est beaucoup plus tard. Déjà, on paye après. Et le taux, il est à 19 plus 17,20. Donc, je déduis à 31 et je paye plus tard à 19. C'est différé et c'est moins cher. Et en plus de ça, il y a des abattements pour durée de détention. Donc, on diffère la fiscalité pour en plus arriver à un moment où elle sera traitée d'une manière plus favorable, avec moins de pression. Il y a le mécanisme des fameux abattements, 6% par durée de voilà, par année de détention à partir de la 6e année, ce qui veut donc dire sur la partie impôt, au bout de 22 ans, il n'y a plus d'impôt. Amortissement ou pas. Un bien qui est vendu, qui est détenu depuis plus de 22 ans, n'a plus la partie impôt. Et sur la partie CSG, c'est 30 ans. C'est 1,25% à partir de la 6e année et 9% les 4 dernières, quelque chose comme ça. Ce qui veut dire qu'un bien depuis plus de 30 ans, qu'on l'ait fait en meublé ou non, c'est zéro plus-value. Comme avant. Autre subtilité, mon meublé, je le récupère à ma retraite pour en faire ma résidence principale. Ça arrive, ça paraît, parfois. À partir du moment où le logement devient votre résidence principale, il y a exonération pour l'instant de la plus-value sur la résidence principale. Terminé, ça s'arrête.
Ça ne compte pas. Donc, c'est exonéré. On peut également bénéficier de l'exonération qui est un petit peu méconnue, qui s'appelle première cession d'un logement. Si on n'est pas si on n'est plus pas ou plus propriétaire de la résidence principale depuis plus de 4 ans, que l'on vend afin de racheter une nouvelle résidence principale dans les 24 mois qui suivent, on peut prétendre à l'exonération. Ça marche encore. Tout ça, ça fait partie des cas d'exonération qui sont en lien avec la plus-value des particuliers. Or, on est toujours dans le régime de la plus-value des particuliers. Donc, tout ça, ça temporise. Annulation de la plus-value, ce qu'on appelle aussi la purge de la plus-value à l'occasion des transmissions à titre gratuit. Oui, cette disposition-là, elle s'applique sur les cessions à titre onéreux, autrement dit les ventes. Je vends, je cède contre de l'argent. À partir du moment où vous faites une donation aux enfants, par exemple, eh ben, on n'est pas dans une cession à titre onéreux, donc ça ne s'applique pas. La plus-value s'annule en fait. Elle revient, en fait, le bien arrive dans les mains du donataire, c'est-à-dire celui qui reçoit, et est considéré à sa valeur au jour de la donation pour lui. Et enfin, ce dispositif exonère les biens qui sont détenus et gérés par l'entremise de résidence-service, parce que ce sont des loueurs meublés eux aussi. C'est Pierre et Vacances, Rési d'études, Adagio appartement, Orpea, les chambres médicalisées, les seigneuriales, etc., etc., etc. Voilà. Alors, la résidence-service offre souvent une rentabilité qui est moindre. Donc, est-ce qu'on est toujours en plus-value quand on revend? Je ne sais pas. Donc, en tout cas, si plus-value il y a, elles n'entrent pas, elles sont dispensées d'une réintégration des amortissements qui ont pu être pratiqués. Voilà. Alors après, j'ai fait un petit calcul quand même pour voir, parce que peut-être que je vais avoir la question suivante, je ne sais pas si je l'ai dans le chat, je verrai après si je peux y répondre, mais aujourd'hui on dit, mais si on est resté, si on est au régime micro depuis le début, on n'a pas pratiqué d'amortissement, est-ce qu'on est, du coup, on est exempté de cette réintégration des amortissements? Alors, au jour où on se parle, enfin, à ma connaissance, c'est un petit peu imprécis ce sujet, c'est un peu flou. La réécriture de l'article 150 de la plus-value ou l'article 50 du Code général des impôts qui parle du régime micro ne laisse pas sous-entendre qu'il n'y a pas d'un amortissement de compris dans l'abattement de 50%. Autrement dit, ça voudrait dire que même en micro, on considère qu'il y a un abattement forfaitaire, un amortissement forfaitaire et qu'on peut le réintégrer. Donc, on peut se demander l'intérêt de rester en réel, encore là-dessus. Et pour autant, le formulaire de déclaration de plus-value que remplissent bien souvent les notaires, qu'on appelle le 2048 IMM, dans sa notice qui a été remise à jour là, il y a 15 jours, l'administration fiscale préciserait que, apparemment, régime micro, les biens qui ont été en régime micro toute la durée de détention et de toute la durée pendant laquelle il y a eu de la location meublée échapperaient à la réintégration des amortissements. On n'a pas de précision sur un régime mixte, quelqu'un qui serait passé du micro au réel. On ne l'a pas encore. Voilà. Et quand bien même, je me suis amusé à faire une petite comparaison comme ça. Donc, j'ai pris vraiment un truc pas très onéreux, pardon. Voilà, pas bien très onéreux. Hein. J'ai pris un prix d'acquisition de 110 000 euros dans lequel on applique le forfait de frais d'acquisition, 7,5, le forfait de travaux, et qu'on vend à 165 000 euros. Un ratio de loyer sur prix d'acquisition de 5,5%. Autrement dit, on a 500-600 euros de loyer par mois, à peu près, ça doit faire quelque chose comme ça. Des charges hors amortissement qui sont de 50%, ça c'est la moyenne, hein, à peu près. Ça c'est la moyenne nationale, hein, tout ça, à peu près. C'est ce que je constate, moi, par exemple, dans la population qui est la mienne en comptabilité. Hein. Et une revalorisation des loyers de 3,5% et des charges qui vont avec de 3,5% par an. Prenons un foyer fiscal lambda avec une tranche marginale d'imposition tout à fait moyenne à 30%. Et j'ai un calcul de plus-value. Alors, si c'est fait l'année 1, l'année 2, l'année 3, l'année 4, je m'explique. Hein, voilà. Par exemple, je vends l'année 16 à 165 000 euros. Avant la réforme, j'aurais eu, c'est approximatif, hein, j'aurais une plus-value à payer de 6 213 euros chez le notaire. Maintenant, si je suis au réel et que j'ai déduit des amortissements, avec ces paramètres-là, je vais avoir 17 000 euros de plus-value, c'est-à-dire que je vais payer 11 522 euros de plus. Ouais. Mais
si j'avais été entre la différence entre si j'avais maintenu mon imposition au régime micro et mon imposition au régime réel, d'accord, je gagne 26 479 € d'imposition. D'accord, le réel est 26 479 € sur les 16 années cumulées, moins cher. Et donc, je reste gagnant, 14 957 € de différence. Voilà. Tout ça pour montrer que et plus la tranche marginale est élevée, plus l'écart va être important ici, forcément, puisque pourquoi on a cette différence? Ben, encore une fois, parce qu'on passe d'une déductibilité des amortissements à 30 ou 41%, ou 14, même 14, à une taxation de ces amortissements à 19, mais après des abattements pour durée de détention. Et voilà pourquoi la fiscalité sur la plus-value, elle rediminue après, très très vite. Voilà, pour arriver à zéro au bout de la 30e année. Et quand bien même, pendant toute la durée du dispositif, on reste gagnant dans un scénario de fiscalité au régime réel versus un régime micro. Voilà. Les mesures diverses pour terminer. On parlait tout à l'heure donc des locations meublées dans les résidences-services. Hein, toujours ces pierres et vacances, ces seigneuriales, ces résidétudes. Jusqu'à l'année dernière, mais ce n'est pas encore tout à fait généralisé dans toute les SIE, ne se sont visiblement pas tous mis encore à la page. Lorsque l'activité meublée est passible de la CFE, c'est-à-dire la cotisation foncière des entreprises, souvent à un prix relativement contraint, mais comme c'est une activité commerciale, qu'elle soit au régime micro ou réel, elle doit payer une cotisation tous les ans. Qui bénéficie aux collectivités locales d'implantation du logement, enfin du bien immobilier qui est loué. Bon, on avait les loueurs meublés qui louaient à une résidence-service. La résidence-service, c'est quoi? C'est un bail commercial. Je loue à Pierre et Vacances ou Seigneurial, et Seigneurial ensuite va sous-louer à des touristes ou à des résidents. Et moi, je ne les connais pas, ces résidents. Moi, mon interlocuteur, je suis le propriétaire, et Pierre et Vacances va me payer tous les ans ou tous les trimestres un loyer. Qu'il arrive à le remplir ou pas, ce n'est pas mon problème. Je vais avoir un loyer qui est prévu. Bon. À partir du moment où mon locataire était lui-même un assujetti à CFE, or Pierre et Vacances, les seigneuriales ou Orpea, c'est une entreprise comme une autre, donc ils sont soumis à la CFE, mais à partir du moment où mon propre locataire était à la CFE, j'étais exempté de la CFE moi-même. Voilà, c'est terminé. Voilà. On appelle ça le cas des conventions, c'était une exonération des cas des conventions dites en cascade, et donc il y a une disposition jurisprudentielle sur laquelle s'est appuyée l'administration fiscale en changeant un petit peu sa façon de voir les choses et en disant maintenant, pour nous, même si vous avez un locataire qui est lui-même assujetti à CFE, vous en êtes assujetti également. Attendez-vous donc, si vous êtes dans ce cas, à recevoir une CFE au titre de l'occupation au 1er janvier. Ça arrive vers le mois d'octobre-novembre. Ça, c'était déjà le cas, mais chaque année, ça revient. Obligation pour tous les meublés touristiques d'obtenir un numéro d'enregistrement auprès de la mairie, à une date prévue par décret. Donc, on sort un petit peu du domaine fiscal, mais je l'évoque quand même. Les mairies vont avoir de plus en plus de latitude et de pouvoir pour limiter, mettre des quotas, faire des choses pour limiter la location courte durée touristique, encore une fois. Il y a des dispositifs qui visent à mettre en location sa résidence principale avec des largesses, une exonération de CFE justement bien spécifique dans certaines zones, etc. On avait jusqu'à 120 jours, je crois. Les maires peuvent désormais plafonner à 90 jours. Ce principe, location d'un morceau de la résidence principale, toujours dans les zones touristiques, essentiellement. Voilà. Le DPE, performance énergétique, jusqu'à présent, donc cette histoire de classement G, d'interdiction de location, etc. Jusqu'à présent, les locations touristiques, notamment à la montagne, échappaient un peu à cette contrainte. C'est terminé. Ils sont alignés sur le droit commun, mais avec une entrée en puissance de l'obligation qui est un petit peu différée dans le temps, un petit peu aménagée. Voilà. Voilà. La loi fixe également des nouvelles règles au regard des autorisations de changement d'usage. Voilà, on a vu dans des endroits des box, des granges, des choses comme ça, retransformées en logement touristique, avec bien sûr des demandes de permis de construire, de changement de destination, pas de souci. On laisse là aussi un encadrement un peu plus strict sur le changement d'usage, avec une possibilité d'interdire à la location touristique pour autant.
Et dernière chose et pas les moindres, la loi permet sous certaines conditions, je ne saurais pas en parler en détail, mais la possibilité au syndic d'interdire la pratique de location type Airbnb avec les 2 tiers des voix. Donc, moi, je serais loueur meublé dans une copropriété, je fais attention, enfin, loueur meublé type Airbnb dans une partie, voilà, avec une copropriété, je ferai attention quand même à ça. Parce que est-ce que ça veut dire que, hein, au bout d'un moment, on peut dire l'activité c'est fini, on la pratique plus? Il s'agit peut-être, voilà, pour les personnes concernées, de creuser un petit peu ce sujet. On sort un peu du domaine de la fiscalité, donc je l'évoque, mais je ne saurais pas en parler très très en détail. Mais voilà, il me paraissait quand même important de ne pas passer à côté de ce truc-là. Voilà, bah écoutez, cette présentation est terminée. J'espère que j'ai été clair, pas trop soporifique en tout cas. Et bah écoutez, s'il y a des questions auxquelles je peux répondre, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à tout, mais je vais essayer de répondre s'il y a des questions. Axel, on a des Alors, questions? oui, je me permets, Cyril, du coup, tu as eu une question qui a été posée dans Oui, le chat oui, alors je ne l'ai pas affiché. Je l'ai pas affiché. Oui, par d'accord. Sylvie qui demande faut-il être primo-accédant pour le prêt à taux zéro? Ou ne pas avoir été propriétaire depuis un certain nombre d'années, je crois. Oui, effectivement. Il me semble. Je pourrais vous trouver le texte exact, mais oui, c'est ouvert déjà à la résidence principale de toute façon. Et il ne faut pas avoir été propriétaire depuis un certain nombre d'années. Je vous trouverai la réponse. Je vais noter la personne. Il y a une nouvelle question sur le chat aussi de la personne euh, qui vient de la poser. Donc, bonjour, de plus en plus de contraintes pour contrer l'encadrement des loyers et le DPE, le bail civil peut-il être une solution? Je m'écarte de la fiscalité. Va-t-il y avoir une réforme des contrats de location? Tu peux regarder Alors, sur le chat. absolument. Alors oui, ça c'est une excellente question. Alors ce sont nos partenaires ici avocats qui seraient le mieux placés pour le dire. Je vais vous dire les choses en fonction de ma connaissance. Oui, un bail civil peut être fait. Oui, un bail civil n'est pas. On a le droit de faire, entre guillemets, on sort du carcan réglementaire et donc on a le droit de mettre des dispositions un peu à sa propre guise. À partir du moment où on reste quand même dans la limite du droit civil, bien sûr. Pour autant, voilà, je vais rester très scolaire. C'est extrêmement périlleux, extrêmement dangereux en cas de litige. Voilà. Donc, je vous conseille très, 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 très fortement de vous faire accompagner d'un professionnel du droit, que je ne suis pas, que je suis loin d'être, pour faire ce genre de choses. Voilà. Que ce soit vis-à-vis d'un éventuel litige avec le locataire, que ce soit vis-à-vis de l'assurance après derrière s'il arrive un problème, que ce soit, voilà, ou même de toute façon, un bail civil ne sortira pas, la partie fiscale, elle changera pas elle. Hein. Fiscal, il y a un revenu catégoriel, point, ça doit être celui-là et c'est tout. Donc, il est traité comme ça. Maintenant, c'est surtout au niveau des préavis, des revalorisations de loyer, des obligations énergétiques. Peut-être, je ne suis pas spécialiste dans le domaine, mais en tout cas, j'ai toujours lu, et je lis beaucoup de choses dans le domaine, qu'il est très fortement déconseillé d'aller sur ce terrain-là. Voilà. En tout cas, ou faites-vous accompagner d'un professionnel du droit. Voilà. Il y avait une deuxième partie de la question, je crois, je ne sais plus. Et va-t-il y avoir une réforme des contrats de location? On parle, mais ce ne sont que des projets pour l'instant, on parle de la création d'un éventuel statut de bailleur civil. C'est pas pareil ça, hein, voilà, ce serait un statut fiscal avec des dispositions plus ou moins alignées, homogénéisées entre le nu et le meublé, quelque chose qui se rapprocherait du système allemand, par exemple, ou de nos voisins. Bon, ça n'est qu'à l'état de projet. Effectivement, nos voisins directs et des sociétés qui nous ressemblent, hein, comme l'Allemagne, l'Espagne, je crois aussi, l'Italie, je ne sais pas. En tout cas, ils ont une notion d'appréhension des amortissements tous les ans, y compris pour le nu. Bon, par exemple. Mais ça n'est qu'à l'état d'étude. Je ne sais pas si j'ai pas plus d'informations de savoir si c'est dans les cartons de Bercy ou pas. Je pense, en revanche, je voulais le dire, ça, je pense que la partie meublée, cette partie plus-value, constatation des amortissements, n'a pas fini de continuer d'évoluer. Je m'explique. Je pense qu'on ne peut pas comparer
mais c'est du Cyril Lamotte, hein, mais je pense qu'on ne peut pas comparer la rentabilité, la situation, l'activité d'un loueur meublé petit bailleur sur du longue durée pour des étudiants, quelque chose comme ça, qui fait ça en freelance, qui fait ça lui-même, et la rentabilité et l'activité et les tenants aboutissants du métier euh, pour la partie courte durée, Airbnb, etc. Ce ne sont pas les mêmes rentabilités, ce ne sont pas les mêmes capitaux investis, ce ne sont pas les mêmes charges. L'un peut avoir plus de charges que l'autre d'ailleurs. Le bailleur à courte durée, le location courte durée a souvent des charges de conciergerie, etc. Donc c'est deux activités qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, ont été mis dans le même sac fiscal pour le moment. Et peut-être qu'il va y avoir à un moment une scission ou un aménagement de la loi, comme on a quand même l'habitude de voir euh, des rebondissements quand même dans la partie législative en France. Et donc, je pense que certaines instances vont monter au créneau sur des petits bailleurs de longue durée, etc. Et donc, on va encore avoir des évolutions dans un proche avenir, je pense. Est-ce que on se dirigera vers la création d'un statut un peu unifié qui permettra peut-être de rendre plus équitables les choses en fonction des différentes activités? Je ne vois pas comment, mais voilà. Attendons-nous à encore des changements de toute façon. On arrive à une conclusion quand même, c'est que quand on achète un bien, on n'achète pas un régime fiscal, hein. Voilà. On voit encore beaucoup de gens qui achètent un bien pour le régime fiscal qui va avec. Non, on achète d'abord un actif, un bien, voilà, avec sa valeur, avec son potentiel avec son potentiel locatif, son potentiel de revente, son potentiel de transformation en matière de bâtiment, etc., de valorisation. On n'achète pas un dispositif fiscal parce que ça change les choses. Et donc, voilà, toutes ces mesures, moi, je pense qu'on va assister à une pression qui va se faire à la hausse sur les loyers, avec une contrainte pour être obligé de les maintenir. Bon, on va de facto vers une évolution, de toute façon. Mais laquelle? J'espère avoir en partie répondu à la question. Pas beaucoup, un petit peu. Voilà. Effectivement, sur la partie civile, même pour un bail, hein, je ne peux que conseiller de s'entourer d'un avocat. Voilà, ça paraît, c'est peut-être une charge supplémentaire, mais c'est pas au moment où il y a un problème qu'on c'est toujours moins cher que d'appeler l'avocat une fois qu'il y a le litige installé. Et la rédaction des baux, c'est quand même quelque chose de très spécifique. Très spécifique. D'autres questions? Bon, j'espère que j'ai perdu personne. C'est sûr que la fiscalité, c'est un petit peu soporifique. J'ai fait ça avant le déjeuner, pas après. C'est volontaire. Eh bien, écoutez, si j'ai pas d'autres questions, il me reste à vous remercier infiniment pour votre participation.